Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais exprimer une position que je veux étayer le mieux possible, sans prendre trop de temps, j'ai bien compris, mais qui est une position à laquelle je crois profondément. C'est une vraie conviction. Et je réponds d'ailleurs par anticipation à M. Cazenave, ça n'a fait l'objet d'aucune tractation. Non, je ne peux pas être favorable à cette ligne à grande vitesse. Et je ne vois pas, pourtant j'écoute depuis longtemps, je fais l'objet de beaucoup d'attention par certains, y compris parmi mes grands amis, mais je ne vois pas d'argument réellement tenable en faveur de cette ligne à grande vitesse. Je ne vais pas les examiner complètement, je voudrais juste en donner quelques éléments dont certains ont pu être abordés longuement et de manière très étayée. Tout d'abord, pourquoi faire une ligne à grande vitesse? A priori, la première chose qui vient à l'esprit, c'est gagner du temps. Est-ce qu'on a examiné toutes les solutions alternatives à cette LGV? Personnellement, je n'en ai pas l'impression. D'autant que les habitudes changent. Les déplacements de cette ligne à grande vitesse seront essentiellement utiles pour des trajets professionnels. Qui aurait dit, il y a 2 ans de cela, que les habitudes professionnelles seraient à ce point changées qu'aujourd'hui, la visioconférence connaîtrait un essor sans précédent? Qui peut dire que ça ne continuera pas? Deuxième argument, le fret. On veut justifier la LGV par le fret. Il n'y a aucun exemple dans notre pays de corrélation entre une augmentation du fret et la mise en œuvre de LGV. Aucun exemple. Et si on veut s'en convaincre encore un peu plus, regardons que sur les 15 dernières années, le fret en tonnage dans notre pays a diminué d'un gros tiers. Et pourtant, on n'a pas supprimé de LGV. On en a même mis en service. Troisième élément, on veut nous dire aussi que la LGV serait la condition absolue à l'existence du RER métropolitain. Il me semble, mais j'ai peut-être manqué quelques épisodes, il me semble que cette question du RER métropolitain, on en parle depuis quelques années et je n'ai pas senti qu'on avait renoncé à ce RER métropolitain alors que le président de la République avait enterré le sujet de la LGV en 2017. C'est, à contrario, la démonstration qu'il n'y a pas de lien strict entre la LGV comme condition indispensable à la réalisation du RER métropolitain. On peut tout à fait faire le RER métropolitain sans faire la LGV. C'est ce qui a été amplement dit en se contentant de faire les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, les AFSB, Madame Mélier. Je dirais même que non seulement l'un n'a pas besoin de l'autre, en fait le RER métropolitain n'a pas besoin de la LGV, mais je dirais même qu'il est bien possible que ça aille à l'encontre de ce qu'on entend favoriser par le RER métropolitain, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et de notre propre territoire immédiatement proche, de notre périphérie. Cette ligne LGV favorisera le rapprochement entre Toulouse et Bordeaux, entre 2 métropoles, au détriment de tous les territoires traversés, et singulièrement au détriment de notre périphérie immédiate, pour ce qui nous concerne. Troisième ou quatrième type d'argument, plutôt, plan de financement. Je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit par M. Urmic, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que ce plan de financement est un peu pas complètement bouclé, pour ne pas dire mieux, ou pire. Un seul exemple, le dernier élément, c'est la contribution du département. Le département, par un tour de passe-passe fabuleux, réussit à financer sans financer. Unanimité, moins de 2 voix au département, pour consacrer 170 millions d'euros à un fonds de concours dévolu à la métropole, en laissant le soin à la métropole de le dépasser. Non, que nenni, en prenant grand soin d'interdire à la métropole de l'utiliser pour tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à cette LGV, je dirais même aux AFSB. Donc, non seulement on n'a pas les 280 millions pour le plan de financement, mais en plus, on n'en a même pas
1 euro, puisque les 170 millions seront consacrés à toute autre chose que ce dont nous parlons aujourd'hui. Je ne reviens pas sur l'argument fiscal. Moi aussi, je trouve quand même très surprenant qu'on exhume encore une recette fiscale dont je n'avais pas compris qu'elle était à ce point floue et qui, d'ailleurs, semble-t-il, est contestée en plus pour une partie par les communistes. Le temps, ensuite, le temps de la réalisation. Le temps qu'on lève toutes ces difficultés. Combien de temps faudra-t-il encore? Et est-ce que les AFSB seront effectivement les premiers investissements à bénéficier de travaux? Patrick Pujol, maire de Villeneuve, se désole de voir que rien ne se fait sur le sujet depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'on est assuré? C'est un espoir auquel il se raccroche, et je le comprends. Est-ce qu'on peut être assuré qu'avec la LGV, on va voir les AFSB plus vite? On va l'espérer, mais on n'a pas de certitude, loin de là. Le temps aussi de la réalisation pour ce qui concerne la liaison avec l'Espagne. On voit bien qu'il y a une discontinuité entre Dax et Hendaye. Rien n'est prévu à ce stade. Rien de sûr, en tout cas. Et puis, le dernier élément, qui aurait presque dû être le premier, les aspects environnementaux. On essaie de nous faire croire, parce que j'estime qu'on essaie de nous faire croire, que cet investissement serait en faveur de la transition écologique, en faveur d'une meilleure responsabilité écologique. Je n'y crois pas un instant. D'abord, la réalisation de la LGV. Cette réalisation va avoir, pour elle-même, un coût carbone colossal, dont on espère qu'il sera amorti par l'utilisation de la LGV au détriment de l'utilisation de l'avion. Dans combien de temps, on ne sait pas. Pour quel effectif, quelle fréquentation, on l'espère qu'elle sera grande. L'enquête publique de 2015 disait qu'on n'avait aucune certitude. Enquête publique dont je rappelle qu'elle était défavorable à la majorité de ses membres, avec des arguments qui sont très forts, qui ont été repris pour l'essentiel. Ce coût carbone doit être doublé, parce qu'on parle beaucoup de climat, mais il faut parler aussi de tout ce qui touche l'environnement en dehors de ça. On parle en général d'éviter, compenser, éviter, réduire, compenser. Là, on ne parle que de compensation. Dans quelles conditions? On le sait tous. Quand on est obligé de compenser, c'est un échec déjà. C'est un échec déjà. On va devoir sacrifier 5000 hectares de terres agricoles et de terres forestières. 5000 hectares, c'est 1,5 fois la surface de Pessac. Excusez-moi, j'ai mes références. 1,5 fois la surface totale de Pessac. Ces 5000 hectares, même si on devait compenser à hauteur de 2 ou 3 fois, comme l'a dit le président tout à l'heure, ce ne sera pas au même endroit, ce ne sera pas d'un seul tenant, ou peut-être, mais en tout cas, ces 5000 hectares sont très loin de représenter en plus l'impact de la LGV sur l'environnement. Ça, c'est 5000 hectares sur l'emprise directe de la LGV. Tous les territoires traversés vont être saccagés. Le bruit pour les riverains. On a tous écouté, regardé des reportages sur les effets de la ligne Tours-Bordeaux. Ce n'est pas pour la critiquer aujourd'hui, simplement pour dire que ce sont beaucoup plus que les seules surfaces utilisées pour l'emprise de la LGV qui sont impactées par une LGV. C'est un territoire cisaillé qu'on nous propose. On sépare, on crée un fleuve, on sépare deux rives. On sacrifie une biodiversité aussi à ce niveau-là. Il me semble que tous ces éléments, et je n'en rajouterai pas, sont constitutifs d'une conception, excusez-moi, je le dis alors que certains de mes amis vont voter pour, la plupart d'ailleurs. Mais pour moi, c'est une conception datée du progrès. Progrès d'ailleurs dont aujourd'hui, dans le discours public, ce mot, on l'utilise très peu. On parle plutôt d'innovation, on parle rarement de progrès, ou alors on le qualifie, progrès social, progrès économique. Mais le progrès tout court, c'est quelque chose qui a disparu de notre imaginaire. Et là, je pense que d'ailleurs, il serait totalement abusif de qualifier ce projet de constitutif de progrès.
Ce projet, pour moi, est inutile, dispendieux, bancal, inabouti donc fragile et totalement anachronique. À Pessac, plane encore l'ombre bienveillante de Jacques Ellul. Dommage que Pierre Hermic ne l'entende pas, puisqu'il a été un de ses élèves. Mais Jacques Ellul nous faisait penser la technique. Il est dommage d'ailleurs qu'il soit beaucoup moins étudié en France qu'il ne l'est outre-Atlantique, par exemple. Il nous parlait de la technique, il nous parlait de la dérive techniciste du monde. C'est ce qui est en jeu aussi là. Au moment où, en 2014, la Cour des comptes disait écrivait un rapport, la grande vitesse, un modèle porté au-delà de sa pertinence. Cour des comptes. Ce n'est pas une association dont on pourrait dire qu'elle est peuplée de militants. C'est la Cour des comptes. L'enquête publique dont je parlais de 2015. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? La COP 21 à Paris. La COP 26 à Glasgow. Rien ne change. Et on s'apprête à faire en sorte que rien ne change. Je veux donner de leçon à personne. Je veux exprimer une conviction. Je pense aujourd'hui que la réflexion, les arguments que je viens d'exposer rapidement, et sans doute beaucoup moins bien que beaucoup d'autres des orateurs précédents et de certains orateurs qui suivront, je pense qu'aujourd'hui, cette réflexion devrait nous amener à dire non à cette LGV. Oui au développement humain, oui aux AFSB, mais non, définitivement non à cette LGV. Je vous remercie.